חת שתיים, חת שתיים, חת. שיחה מוקלטת עם הדוקטור ז'ק רוטמן, פריז, השני לחודש אוקטובר 1963. Nous commençons notre conversation par un résumé de votre activité, de votre expérience, disons depuis 1939, au commencement de la guerre, mais très brièvement jusqu'à l'été 1942. Oui, oui. Depuis 1939 jusqu'à l'été 1942, vous savez, je n'ai pas fait grand-chose sur le plan qui vous intéresse. J'ai été étudiant, puis j'ai abandonné mes études ensuite pour passer dans la clandestinité, c'est-à-dire sur le plan de la résistance, c'est tout. À partir de... générale. Comment? La résistance générale? Non, la résistance uniquement la résistance juive, c'est-à-dire la résistance avec l'AJ. Où étiez-vous quand les Allemands, disons, ont commencé les grands rafles de l'été? À Toulouse. Oh, déjà à Toulouse? Oui, j'étais à Toulouse. Je suis à Toulouse depuis 1940, c'est-à-dire depuis l'armistice signé fin juin 40. Nous sommes arrivés à Toulouse, je crois, aux dernières journées de juin 40, et nous sommes restés jusqu'au début 43, au moment où je suis parti à Grenoble. Et puis ensuite, de Grenoble, je suis revenu à Toulouse pour effectuer le travail que vous connaissez aussi. Oui. À Toulouse, vous avez commencé avec le commissariat. Est-ce que vous pouvez me raconter quelques mots, très brièvement, et le travail, ce travail Bien, le travail du commissariat, c'était un travail qui consistait premièrement à pouvoir mettre en liste toutes les personnes, c'est-à-dire tous les collaborateurs du commissariat. Si le nom du commissaire était connu à peu près de tout le monde, son adresse personnelle n'était pas connue, et son activité privée l'était encore moins. Et il était très intéressant pour nous à ce moment-là de connaître, d'avoir quelques précisions, n'est-ce pas, sur cette activité, et à la fois sur cette adresse privée et tout ce qui tournait autour. Ensuite, indépendamment de la question du commissaire, il y avait ses collaborateurs immédiats. Et encore peut-être d'une manière plus intéressante, il y avait le personnel subalterne. Il pouvait nous être très intéressant d'avoir une entrée indirecte par exemple une dactylo, par exemple quelqu'un qui avait un rôle secondaire, mais qui, sur un plan qui nous intéressait, pouvait nous être utile. Or, il fallait réunir tous ces éléments, c'est-à-dire, premièrement, connaître la liste des employés, personnel subordonné et personnel immédiat du commissaire. Il nous fallait connaître également les adresses de ces personnes et leur activité dans le privé, s'il y en avait une. Et puis voir, en réunissant tous ces éléments, voir s'il nous était possible de contacter une des personnes, et s'il nous était intéressant, est-ce que nous pouvions en tirer. Parce que ce que nous espérions, n'est-ce pas, c'était à savoir, premièrement, si quelque chose se préparait sur un plan du commissariat. Nous n'avions que des idées très générales, mais si quelque chose se préparait de façon à pouvoir prévoir et prévenir, c'est prendre également certaines dispositions pour nous. Ensuite, ça c'était à échéance immédiate. Ensuite, à échéance lointaine, il fallait prévoir le moment, n'est-ce pas, où les armées alliées nous libérant, les éléments du commissariat seraient tentés de faire disparaître toutes les traces de leur activité. Et ces traces, évidemment, nous étaient extrêmement précieuses. Il fallait pouvoir récupérer au moment adéquat, il nous fallait pouvoir récupérer les archives, etc. Voilà ce que nous essayions de prévoir, et voilà ce que nous avions essayé de mettre au point. Et tout ceci pour répondre à votre question, quelle était votre activité? Alors l'activité, eh bien, elle pouvait se résumer en un point, réunir tous les éléments d'information au sujet du commissariat aux questions juives. Voilà. En hébreu, nous appelons ça modine. Modine, c'est-à-dire l'espionnage militaire. L'espionnage militaire, oui. Une espèce d'espionnage militaire. Voilà, une espèce. Mais vous voyez, c'était pas simplement le fait de savoir ce qu'il faisait, mais d'avoir tous les éléments à son sujet. Est-ce que vous vous rappelez encore l'acte de votre entrée à l'AJ? L'acte, qu'est-ce que vous entendez par acte? Disons la cérémonie ou bien... Oui. Enfin, comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est déroulé? Ben, ça s'est déroulé d'abord suivant les règles de l'art dans l'obscurité. Vous comprenez? Il fallait impressionner le nouvel arrivant. C'est l'enfance de l'art, surtout dans une organisation secrète, militaire. C'était quand? Avant ou après que les Allemands sont entrés en Toulouse? Ça devait être avant. Avant? Ah oui, ça devait être avant. Pas longtemps avant, ça devait se passer aux alentours de l'arrestation de mon frère. Alors, mais peu de jours avant. Certainement peu de jours avant. Ça veut dire vers les derniers mois, les dernières semaines de 1942. Exactement. Alors, vous êtes présenté par un élément que vous connaissez, à des éléments que vous ne connaissez pas, vous êtes censé ne pas connaître, vous êtes dans le... Et alors vous prêtez le serment, dont je ne me rappelle plus du tout,
on prononce quelques paroles, la voix dans l'obscurité prononce quelques paroles, puis c'est tout. Puis vous partez. Et ensuite, plus tard, c'est vous qui faites la même chose aux autres. Et alors, Oui, que, vous le faisiez. je dois reconnaître, n'est-ce pas, que jeune comme j'étais à l'époque, eh bien, j'en ai été très impressionné. Et je dois reconnaître que si j'avais trouvé la chose peut-être un petit peu, comment dirais-je, un petit peu théâtrale au moment où je l'ai fait, je dois reconnaître que plus tard, lorsque je l'ai fait faire, j'ai trouvé beaucoup moins théâtral et que je trouvais que ça avait un élément d'importance psychologique certain. Et les autres l'ont également trouvé. Si nous en rions un petit peu plus tard, c'était entre nous, quoi. Mais enfin, sur l'instant même, il y a des éléments dont il faut en toute objectivité reconnaître l'importance, sur un plan psychologique pour des jeunes, c'est certain. Tenu compte de l'ambiance dans laquelle tout ça se déroulait, la guerre et le reste, vous comprenez. C'est évident que si vous promenez un jeune aujourd'hui dans des circonstances simples, la chose non seulement n'a pas de sens, mais ne s'imagine pas, c'est tout. À Grenoble, vous avez continué avec la même chose? C'est-à-dire et travailler sur le commissariat de local? Oui, à Grenoble, je n'ai pas uniquement travaillé sur le commissariat. À Grenoble, j'étais envoyé à Grenoble d'abord pour créer la section même. Il n'y avait pas de section de l'AG à Grenoble. Créer, c'est un grand mot. Il n'y avait pas de section. Elle pouvait être intéressante, vous comprenez. Alors j'étais envoyé pour voir ce qu'on pouvait faire là-bas. Et puis comme c'était les Italiens qui à ce moment-là avaient pris sous leur commandement la zone, le long de leurs frontières, et qu'à ce moment-là, les Juifs n'étaient pas trop mal sous la coupe italienne, ils s'y étaient concentrés à nouveau, et on pouvait en ce moment espérer en tirer des éléments extrêmement intéressants. Sinon, les amener directement à nous, du moins les faire travailler, n'est-ce pas, de façon à ce que, indirectement, ils puissent nous être très utiles. Ce qui est arrivé d'ailleurs, on n'a pas désiré fondamentalement faire rentrer chez nous tout le monde, vous comprenez, c'était impossible et impensable. Par exemple, il y avait, comment s'appelait-elle déjà, la jeunesse sioniste de Grenoble, les MJS, n'est-ce pas? Les MJS formaient un élément dynamique extrêmement intéressant et qui, sur certains plans, indirectement, nous ont été très utiles. Mais nous n'en avons tiré que peu à l'époque, ceux qui nous semblaient indispensables. Le reste, on les fait. Comment? Non, avec Maurice Hausner. Maurice Hausner et puis d'autres éléments, mais Maurice Hausner était directement avec moi, n'est-ce pas? Et vous avez fait là-bas la connaissance de Toto? Là-bas, j'ai fait la connaissance de Toto. Je l'ai contacté. Quelle est l'exposition de la MJS? La MJS, c'était envers qui? Envers l'AJ. Collectivement, l'MJS n'avait pas à prendre position, parce que, premièrement, l'AJ n'allait pas dans les rues avec des pancartes, vous comprenez, faire de la publicité pour elle-même, mais indirectement, on prenait contact, comme je vous le disais à l'instant, avec certains de ces éléments qu'on jugeait très précieux. Et certains de ces éléments qu'on jugeait très précieux, on en prenait contact parce qu'on estimait, premièrement, qu'ils joueraient un rôle intéressant, et deuxièmement, parce que nous étions persuadés qu'ils accepteraient. C'est très difficile d'aller contacter quelqu'un si vous n'avez pas la certitude que la personne acceptera. Il faut la travailler d'abord, il faut voir un petit peu quelles sont ses dispositions d'esprit. Mais collectivement, nous n'avions pas à aller comment dirais-je, au MJS, leur dire voilà, etc. Je ne dis pas que c'était prendre des risques énormes, mais quand même. Est-ce qu'il y avait cependant des différences entre, disons, Grenoble et Lyon? Ça veut dire la MJS à Grenoble a réagi d'une manière différente que... Il y avait surtout beaucoup plus d'éléments à Grenoble qu'à Lyon. La MJS était un mouvement qui était très puissant, bien organisé et puissant à Grenoble. Et à Lyon, il était bien moins. Et en tous les cas, en ce qui concerne Lyon, je ne peux pas vous répondre d'une manière extrêmement précise, puisque je suis resté à Grenoble. À Lyon, il y avait d'autres éléments qui essayaient de contacter. Vous étiez là-bas avec Léon, n'est-ce pas? À Grenoble? Oui, mais mon frère n'avait rien à faire avec l'AS, avec l'AJ. À cette époque-là, est-ce qu'il n'était pas avec... Non, pas du tout. Il était au MJS, mais pas à l'AJ. Pas du tout. Il connaissait plus ou moins l'existence de l'AJ. Bien sûr, il y avait nombre qui le connaissaient, parce que petit à petit, fatalement, on ne peut pas vous le soler à un, vous le cacher à un deuxième, et puis finalement, ça se sait. Est-ce que vous avez rencontré M. Courtillon là-bas? Oui, une fois. Une seule fois, je me rappelle très bien, avant son départ pour l'Espagne. Nous avons pris contact. Est-ce que vous avez raconté de cette mission qu'il a reçue? Oui, mais je dois vous dire en toute sincérité que je ne me souviens plus du tout de ce qu'il m'a raconté à l'époque. Je sais qu'il devait partir pour l'Espagne, qu'il avait une mission à remplir, mais comme je n'avais pas à ce moment-là été chargé de ce travail, vous comprenez, je n'ai pas cherché outre mesure à me renseigner là-dessus. Vous connaissez aussi M. Steinhorn ou Pierre Lacaze? Vaguement, ce nom me dit quelque chose, mais... Il était le camarade de Courtillon dans ce voyage-là.
Ah, c'est possible. Ça me rappelle quelque chose, mais sans plus. Jusqu'à quand est-ce que vous êtes resté à Grenoble? Alors, je suis resté, donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis venu donc à Grenoble d'abord dans ce but, c'est-à-dire créer la section même de Grenoble, et puis procéder au recrutement de certains éléments qui nous étaient utiles. Et puis alors, en même temps, m'occuper du commissariat aux questions juives de Lyon. Alors, je faisais la navette entre Grenoble et Lyon. Et donc exactement à Lyon sur le même plan qu'à Toulouse, puisque j'avais déjà quand même une certaine expérience du commissariat aux questions juives à Toulouse. Et j'ai procédé à peu près de la même manière, en évitant évidemment certaines erreurs absolument inéluctables au début, pour arriver à mettre sur point cet ensemble d'informations concernant le commissariat aux questions juives à Lyon. Et sur le plan de cette activité, j'ai été beaucoup aidé par Maurice Hausner, qui m'a procuré le plan des appartements occupés à ce moment par le commissariat aux questions juives, les plans rédigés d'une manière très précise et qui a été extrêmement utile au moment de la libération de Lyon, où ils ont occupé les locaux, où ils ont pu recueillir les archives et arrêter le commissaire. Est-ce que Ernst Lambert avait affaire à quelque chose avec ça? Qui ça? Ernest Lambert. Pas du tout. Les éléments de Lyon n'avaient rien à faire avec cette histoire, mais naturellement, on me fournissait certains éléments, certaines informations que je leur demandais. Ils mettaient, bien sûr, ils mettaient de quelque utilité dans mon travail, en ce sens que de temps en temps, ils m'aidaient à poser un jalon. C'est-à-dire, ils étaient à ma disposition pour les conseils et pour les informations qu'ils pouvaient me fournir, c'est tout. Ça veut dire que vous étiez plus ou moins indépendant. Absolument. Sur le plan de cette activité, je dois dire que pratiquement, à Toulouse, je l'ai fait tout seul, et à Lyon, je l'ai fait avec l'aide de Maurice Hausner. Et qui vous a donné des ordres, ou qui vous avez rendu des comptes rendus? À Polonsky et à Lublin. Directement? Directement, oui. Et le financement de cette activité est venu aussi? Aussi également de la même source. Il y avait un budget fixé ou bien? Non, pas du tout. Des expenses Bon, vous savez, les dépenses inhérentes à ce travail n'ont pas été très élevées, vous savez. C'était toujours le travail privé ou bien vous avez aussi besoin d'acheter quelques informations? Non, presque uniquement privé. Presque uniquement privé. Et quand est-ce que vous êtes rentré à Toulouse? Je suis rentré à Toulouse au mois d'octobre, septembre ou octobre 43. Avant ou après la chute italienne? J'ai dû rentrer au moment de la chute italienne. Au moment de la chute italienne, ou quelques jours après. C'est ça. J'étais à Grenoble à ce moment-là. Oui, j'étais encore à Grenoble au moment où les Allemands sont rentrés. Mais déjà à partir de mai, je crois, déjà auparavant, en mai ou même fin avril-mai, on m'avait rappelé à Toulouse pour me dire qu'après les vacances, j'aurais certainement à prendre en main la question des départs pour l'Espagne et que j'envisage mon activité en ce sens et que je vois déjà de moi-même comment j'allais pouvoir la mettre sur pied. Ça veut dire qu'il y avait une période de transition entre ces deux-là. Et qui s'occupait à ce moment-là? Ça veut dire à mai 1943 Eh bien, écoutez, la question du passage de l'Espagne à ce moment était une question qui était résolue d'une manière assez confuse et anarchique. De temps à autre, il y avait un vague convoi qui partait, et puis c'était tout. Un convoi composé de très peu de personnes, et puis c'est tout. Bon, enfin, il y a eu très peu de choses de faites. Quand vous avez communiqué de ce travail de l'Espagne, quel était le but déclaré de cette action? Le but déclaré de cette action était de faire passer le maximum de gens intéressants, bien entendu, jeunes, n'est-ce pas, à destination via l'Espagne d'Israël, donc des forces alliées, pour aller combattre en leur sein. Est-ce qu'il y avait aussi des questions du sauvetage proprement dit? Non, il n'y a jamais eu à proprement parler une question de sauvetage. Premièrement parce que la question de sauvetage était difficile à envisager à travers une frontière comme celle de l'Espagne. C'était un passage qui était extrêmement difficile, un passage qui était très dangereux. Et deuxièmement, ça c'est premièrement, n'est-ce pas? Et deuxièmement, comme je vous le disais à l'instant, nous ne visions pas d'une manière particulière, vous comprenez, un plan de sauvetage. La question du sauvetage des enfants surtout, n'est-ce pas, est une question qui était axée surtout sur l'autre frontière, la frontière suisse. Cela dit, n'est-ce pas, il y a eu des cas où naturellement il a fallu les envisager et les résoudre. Ça veut dire qu'on ne peut pas classifier cette activité comme un sauvetage proprement dit, mais plutôt comme une opération militaire du futur. Absolument, absolument. Naturellement, j'ai eu à faire passer des gens qui n'avaient rien à voir avec des opérations militaires, quelquefois des personnes âgées,
et quelquefois même des gosses. Je me souviens en particulier d'un gosse qui m'a donné pas mal d'ennuis. C'est une question, c'est une parenthèse que je vais refermer très vite, mais elle est très cocasse. C'est un garçon que j'ai fait partir, je crois en 43, fin 43, oui, je crois, et qui avait à ce moment-là une douzaine d'années, et qui en gare de Toulouse s'est mis brusquement à hurler. Je ne veux pas partir en Israël, je ne veux pas partir en Israël, vous voyez. Quel âge avait-il? 12 ans, une gare remplie d'Allemands, vous voyez. C'était extrêmement agréable, comme vous en doutez. Et puis nous avons fait partir, nous avons eu l'occasion de faire partir soit des officiers français, soit des officiers alliés qui se cachaient, soit après avoir été parachutés, soit après avoir été descendus par la DCA allemand et cachés ensuite par des habitants. Et quand on venait nous dire qu'ils étaient terrés en quelques coins de France et qu'ils aimeraient bien passer. Alors je prenais en considération naturellement ces cas et ils se joignaient à nos groupes pour le passage de la frontière. Comment est-ce que vous avez reçu, disons, le rapport de l'activité qui s'est écoulée jusqu'à ce moment? Eh bien, le rapport, on m'a indiqué, on m'a donné les grandes lignes de ce qui avait été fait jusqu'alors, on m'a indiqué quelle était la personne qui était censée s'en occuper. J'ai vu que les choses n'avaient pas pris une allure extrêmement dynamique, et puis qu'en fait tout restait à faire sur ce plan-là, c'est tout. Vous avez rencontré, disons, le passeur qui a fait... Immédiatement, oui, il y avait le passeur qui faisait ça. Adrien. C'est le fameux Adrien qui est tombé à... C'est le fameux Adrien qui a été fusillé, oui. Qui a été fusillé le jour de mon arrestation. Et il était le seul? Non, il y avait un deuxième passeur, parce que quand j'ai pris... moment, ça veut dire quand... Non, quand j'ai pris contact avec Adrien, j'avais immédiatement en tête de prendre contact avec un autre. Parce que je me disais, il faut que les passages se fassent d'une manière très régulière. Si je suis coincé d'un côté pour une raison ou pour une autre, il faut que je puisse axer sur l'autre. Et deuxièmement, je voulais, même sans tenir compte de ce facteur, je voulais faire alternativement passer par un côté par un autre. Par principe. Oui. De façon à ne pas encombrer trop une route. Et les Allemands finissant bien par s'en apercevoir si on lâchait trop d'éléments sur la même. Alors, j'ai pris contact avec un autre passeur dans la région de Pau. Et, comment ça, vous-même? Non, par l'intermédiaire d'un de nos camarades de Pau. Et j'ai pris contact donc avec ce passeur, mis au point avec lui le passage de groupe. Et je crois me rappeler qu'il y a eu 2 passages, mais pas plus. Avec le deuxième? Avec le deuxième. Les raisons pour lesquelles les départs dans cette direction ont dû être arrêtés, je ne m'en souviens absolument plus. Je me rappelle qu'il y a eu quelque chose qui a cloché, et ce quelque chose m'a déterminé à arrêter immédiatement dans cette direction. Ça veut dire que ça vient de votre part? Ça vient de ma part, pour autant que je me souvienne. Mais je ne peux pas vous donner ça d'une manière extrêmement sûre. J'ai quelques détails que je voulais... Oui, certainement. Mais avant ça, est-ce que le 2 voies était-il dirigé au nord d'Andorre ou bien du sud d'Andorre? Ça, je ne me rappelle plus du tout. Pas du tout par Andorre. Andorre n'avait aucune faire... Andorre était en dehors de nous. Ah. Je demande ça parce qu'après votre arrestation, oui, il y avait quelques convois qui sont passés par Andorre. Non, pour autant que je me souvienne, aucun des convois que je faisais passer ne traversait Andorre. Aucun. Mais encore là, je ne peux pas être affirmatif à 100%. Oui. Je vous le dis pour autant que je m'en souvienne. Vous commencez votre travail au commencement de l'hiver, n'est-ce pas? Non, avant l'hiver. Oui, au commencement si vous voulez, bien sûr. C'était fin de l'année, quoi. Octobre, ça devait être septembre ou octobre 43. Et combien de convois avez-vous fait passer avant Avant cette époque? Non, avant l'hiver. Oh, je n'en sais rien. Mais l'hiver était une époque, disons, décembre et janvier... On en a passé tout le temps. Tout le temps, mais tout le temps, même dans cette époque-là, je crois. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas eu d'interruption à partir de ce moment-là. Est-ce que vous vous rappelez d'un convoi qui était arrêté par la neige dans la montagne et a dû... rebrousser chemin? Oui. J'ai rencontré un rapport signé par Petit-O, T-I-O-T, qui donne qu'on rendit sur la manière dont on a dispersé les personnes qui sont revenues de la montagne. Je ne me rappelle plus du tout ça. Je me rappelle, ce dont je me souviens, c'est que j'ai été extrêmement embêté parce qu'il y a des gens qui sont revenus à Toulouse et que lorsque des gens retournent et que d'autres arrivent et que vous n'avez rien prévu dans ce sens-là, vous comprenez? Parce que ne rien prévoir ne veut pas dire que vous n'avez pas voulu prévoir, mais c'est pouvoir prévoir. Vous vous trouvez dans des conditions telles, vous comprenez, qu'il faut souhaiter que ça ne se produise pas. Et alors, et si ça se produit, ben, à la grâce de Dieu, vous comprenez, on s'est quand même dépatouillé.
Mais aujourd'hui, c'est très facile de prévoir. Vous logez X, Y, Z, etc. Puis vous donnez à manger à X, Y, Z, vous fournissez à X, Y, Z des équipements. Comme dans des hôtels, mais pas. C'est facile, ça. Oui. Et vous m'avez dit qu'il y avait des filles qui ont accompagné de tous les convois. Absolument. Par principe, j'avais décidé cela, que tout convoi sera accompagné par une fille. Mais pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire en cours de route. La fille n'était pas du tout censée aller avec le convoi. Elle ne les connaissait pas. Elle les connaissait, mais ils ne se parlaient pas. La fille accompagnait dans le train, parce que tous les trains étaient visités. J'ai moi-même été à la frontière, et je puis vous dire que les choses se passaient de manière sérieuse. Il y avait des groupes de Gestapo ou de Feldgendarmerie qui visitaient le train. Vous comprenez? Alors, quand vous avez dans un train des jeunes qui se dirigent vers la frontière, eh bien écoutez, leur attention ne peut pas manquer d'être éveillée par ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils fouillent justement ces trains-là? Parce qu'ils savent que ce sont des trains frontières et que ce sont dans ces trains, eh bien, que se trouvent des gens qui veulent essayer de traverser clandestinement. Les groupes sont allés alors si quelque chose, comment dites-vous? Les groupes sont allés toujours jusqu'au bout de la... Toujours jusqu'au bout, toujours jusqu'au bout. Les choses se sont passées un petit peu avant l'histoire des Hollandais et après, d'une manière un petit peu différente. Mais ils allaient jusqu'au bout, ils étaient pris en charge par des comment dirais-je, par des enfants qui les emmenaient. Il y avait 2 garçons, je crois, qui les emmenaient jusqu'à la montagne, ensuite les guides les prenaient de là. Mais j'avais établi un principe dont je ne me suis pas séparé jusqu'à la fin, c'est l'accompagnement par une fille, toujours. Parce que d'abord une fille, eh bien, une fille est beaucoup moins suspecte qu'un garçon, d'abord par principe déjà. Ensuite, s'il y avait eu quelque chose dans le train, je voulais le savoir tout de suite. Vous comprenez? Oui. Et vous m'avez dit que le convoi était accompagné aussi de mitraillettes et de Toujours, armes. toujours. Des armes, c'est-à-dire en principe c'était une mitraillette qui accompagnait le convoi. Une ou 2, je ne me rappelle plus. Où est-ce que l'on a reçu cette mitraillette était reçue à Toulouse. Elle provenait vers la fin, déjà au cours de l'année 44, elle provenait du maquis, de notre maquis, dans la montagne noire, qui nous fournissait des armes, on les amenait à Toulouse, et de Toulouse elle était transportée jusqu'à la gare. Et après, de la frontière, est-ce que le guide... Il les prenait, bien sûr. Il devait rapporter... Il devait, en principe, oui, en principe, il devait rendre les armes, en principe. Non, je ne me rappelle plus comment les choses se passaient. Parce que sinon, c'était des armes perdues par la fiche. Ben oui, mais enfin, vous savez, il y a tant de choses qui étaient perdues à l'époque. Hein. Vous ne pouvez pas demander au guide, n'est-ce pas, d'être à 100% parfait. J'étais déjà content si le gars faisait exactement, parce qu'il y avait certains guides, vous savez, qui étaient extrêmement écœurants sur ce plan. Et nous avons en faisant la question des documents allemands. Oui. Et vous l'avez reçu des Hollandais, n'est-ce pas? Oui. Et ça veut dire du janvier 1944? Oui, oui. Fin année, je pense que c'était même déjà en décembre, pour autant que je me souvienne. Alors là, j'ai fait connaissance de l'équipe des Hollandais. Et nous avons mis au point en commun cette histoire-là. Cette histoire qui consistait à munir, comme vous le savez, tous nos éléments de papier forgés par les Hollandais, alors qu'ils étaient à l'organisation Todt, de papier en tête de l'organisation Todt, des papiers où les gens qui les possédaient étaient censés travailler pour le compte de la dite organisation le long de la frontière espagnole où l'organisation Todt avait des chantiers forestiers. Donc ça résolvait beaucoup de problèmes. Et c'était des papiers personnels? Absolument personnels. Non, il y avait certains qui avaient des papiers personnels et certains autres qui figuraient sur une liste collective. Et il y avait le chef d'équipe qui était censé accompagner l'ensemble du convoi qui avait un papier personnel. Le chef intel est désigné pour accompagner le convoi qui comprend un nombre d'éléments intel, figurent les noms à côté, n'est-ce pas, au chantier forestier intel. Prière aux autorités allemandes de fournir toute l'aide et assistance à Qui vous a donné ce papier? C'était Willy ou... Je crois que c'est Willy. Et il y avait quelques personnes dont j'ai parlé qui ne se souviennent des papiers personnels allemands qu'ils possédaient. Est-ce possible que les hommes ne savaient pas même de cette organisation? Ça veut dire qu'il y a un papier allemand collectif qui couvre tout le groupe? Toute la groupe? Il y avait un papier allemand collectif qui incluait tout le groupe. Bien sûr, c'est ce papier que possédait Willy. C'est comme je vous le disais à l'instant. Il avait un papier personnel, n'est-ce pas? Oui. D'une part. Bon, en tant que chef d'équipe, désigné par l'organisation Todt pour accompagner. Bon. Il y avait d'autre part, il y avait au sein des Hollandais certains qui avaient des papiers personnels. Quand il y avait des Hollandais dans les groupes?
Pas seulement quand il y avait des Hollandais dans le groupe, mais des Hollandais à titre privé, vous comprenez? À titre privé. Oui. Et puis, peut-être y avait-il des Hollandais dans le groupe qui avaient également des papiers à titre personnel. Mais pour autant que je me souvienne, tous les éléments du groupe figuraient sur la liste. Et ça, c'était une organisation routine, ça veut dire tous les convois? Tous les convois. À partir de ce moment, tous les convois jusqu'à l'arrestation des Hollandais. Et l'arrestation des Hollandais était un mois avant votre arrestation? Très peu de jours avant. À Paris, quand même. À Paris, au mois début de mai 44. Et avec ces papiers, les papiers sont passés la contrôle de la Gestapo? Ils sont passés, pas de la Gestapo, ils n'avaient rien à faire avec la Gestapo. Les Allemands, Attendez, vous parlez de l'arrestation, vous parlez... Non. Les départs. Non, les choses s'effectuaient de la manière suivante. Je pense qu'ils n'avaient rien à faire avec la Gestapo, ils avaient affaire avec la Feldgendarmerie, je crois. Pour autant que je me souvienne, je crois. Lorsqu'ils arrivaient en gare d'une station, Toulouse naturellement pour l'époque, ils s'adressaient pour légaliser leurs papiers, n'est-ce pas? Et puis ils recevaient des dites autorités, ils recevaient des cartes d'alimentation et autres, et puis alors des papiers leur permettant d'aller loger dans un hôtel Nour-sur-Wehrmacht. Et c'est dans cet hôtel que très souvent j'avais rendez-vous avec Willy et autres pour mettre au point. Alors vous voyez, nous étions entourés de Gestapo. Cela était pour l'activité des Hollandais, mais pas pour les convois qui sont sortis de Toulouse pour la frontière. Mais absolument. Oui. Pourquoi? Il y avait la question de se loger dans l'hôtel. Absolument, tout le monde se logeait. Bien sûr, il m'est arrivé d'avoir... C'est pas la même journée? Je vais vous expliquer. Voilà comment les choses se passaient. Il arrivait que certains éléments non hollandais, figurent avec leurs papiers personnels qu'ils apportaient, qu'ils avaient soit faux papiers, soit autres, n'est-ce pas, que nous leur avions fabriqués. Et loger, quelquefois, s'il y avait un décalage de date ou autre, loger quelquefois dans des endroits que nous leur avions trouvés à Toulouse. Bon. Mais il arrivait également, donc à ce moment, n'est-ce pas, il y avait d'une part une liste de Hollandais, les Hollandais venaient du Nord, n'est-ce pas, la plupart, venaient, et puis il y avait d'autres éléments qui arrivaient par exemple de Nice, qui arrivaient par exemple de Lyon, qui évidemment ne pouvaient pas à ce moment-là figurer sur la liste des Hollandais. Mais il arrivait aussi qu'avec les Hollandais, nous nous réunissions avant l'arrivée, par exemple avant la formation d'un convoi, et nous mettions déjà, comme nous connaissions les noms de tous les éléments qui allaient figurer, que nous mettions déjà au clair la liste de tous les éléments, y compris ceux qui devaient venir d'autres endroits comme Lyon, comme Nice, et également ceux qui descendaient du maquis, parce qu'il y avait certains éléments qu'on mettait en réserve dans le maquis, et qu'on faisait partir au moment où nous le jugions utile, n'est-ce pas? Alors donc, à ce moment-là, tous les éléments figuraient sur la liste et tous les éléments couchaient à ce moment-là dans le même hôtel, Gestapo, dans l'hôtel des Allemands. À Toulouse même. À Toulouse même. Alors vous voyez comment les choses se passaient. La chose qui m'a confié était la question de se loger, parce que... Eh bien oui, la question de se loger dépendait essentiellement de la manière, vous comprenez, dont on pouvait amener le groupe. Si on avait le temps de préparer, si on n'était pas pressé, parce qu'il est arrivé que j'étais tellement pressé par les événements qu'il fallait faire passer très vite, ou bien d'autre part parce que le guide me disait au dernier moment, tel jour n'ira pas, il faut changer complètement, alors vous comprenez, à ce moment-là, nous étions débordés. Mais sans cela, quand je pouvais mettre au point, nous essayons de faire cela, vous comprenez? Et la question du ravitaillement? Résolu, parce qu'eux mangeaient, ils avaient des tickets d'alimentation. Et puis non, je comprends le ravitaillement pour le passage. Ah, pour le passage, c'est une question qui en principe était résolue de la manière suivante. Les gars qui partaient prenaient un peu de ravitaillement. Pour le passage, ils avaient des vivres. Je ne peux pas vous donner ça d'une manière absolument certaine, mais pour autant que j'y repense, je crois qu'ils avaient du ravitaillement pour 2 jours. Ils emmenaient avec eux. Et acheté là-bas à Toulouse? Acheté à Toulouse, bien entendu. Il y avait quelqu'un qui a concentré ce travail pour vous ou bien... J'avais une équipe. J'avais une équipe composée de jeunes gens, de jeunes filles. Cette équipe qui m'a admirablement secondé avec le plus grand dévouement. Bon. Et nous allons parler à présent des ravitaillements achetés à Toulouse. Vous avez une équipe? Alors donc je vous parlais de cette équipe, n'est-ce pas? Oui. Et certains éléments... Je ne peux pas dire que tel élément s'occupait de ça, tel de ça. Vous comprenez, il y avait une rotation qui jouait. J'avais besoin de telle chose, eh bien je disais à telle personne que je jugeais plus adéquate de faire ça que d'autres, et puis à d'autres moments elle pouvait faire tout à fait un travail tout à fait différent. Je voudrais revenir un seul moment sur la question des non-juifs participant dans les convois juifs. Oui, absolument. Et est-ce que la décision d'accepter les non-juifs dépendait directement de vous? Uniquement. J'avais reçu carte blanche pour tout ce qui concernait les départs.
naturel, de la direction de l'AJ. Naturellement, j'en référais constamment, vous comprenez, oui. de cette action. Et naturellement, je donnais constamment et de la manière la plus précise, c'était d'ailleurs pas moi qui le tenais, il y avait des éléments pour cela, d'autres, les rapports financiers. Cela va de soi, ça ne se discute pas une seconde. Mais cette parenthèse refermée, c'était à moi qu'il incombait de prendre toute décision à ce sujet. Ça, je m'en souviens parfaitement parce que chaque fois que j'avais à la prendre, c'était à ma seule conscience que je posais des questions. C'était le seul qui me fournissait les éléments d'appréciation. Puisqu'on m'avait donné les grandes lignes au moment du départ, n'est-ce pas? Je veux dire que je n'ai jamais refusé, lorsqu'on me parlait de ces choses-là, je n'ai jamais refusé de les prendre en considération, jamais. J'ai même eu comment dirais-je, lors du dernier convoi, j'ai eu un cas de conscience, c'était une personne âgée qu'on m'avait demandé d'emmener, une personne âgée qui appartenait à l'AJ. Eh bien, j'ai énormément hésité pour l'emmener. C'est le beau-père de Geoffroy? Non, pas du tout. Non, ça c'était un cas tout à fait différent. C'était une autre personne âgée et qui pouvait certainement pas fournir un élément militaire très important. C'est Léo Cohen? Non, pas du tout. Oh non, Léo Cohen n'était pas âgé. Il y avait une personne âgée. Ah oui. Je ne me rappelle plus le nom. Ça, le nom, je peux m'en souvenir. J'ai encore des archives ici. Je voulais savoir si ça y a une liaison avec quelque chose. Non, eh bien, j'ai beaucoup hésité. J'ai finalement accepté. Il s'est fait arrêter. Malheureusement, il a été déporté. Il n'est jamais revenu. Et combien d'échecs il y avait pendant l'époque de votre activité dans ce pays? Combien d'échecs, des choses, disons, des valeurs, du genre du père de Jeff Rocking? Oui. Je crois que c'est le seul. Je ne me rappelle pas avoir... Il n'y avait pas aussi des questions de jeunes gens qui sont attrapés? Qui ont été attrapés? Je ne me rappelle pas de cela. Peut-être, mais rare dans l'ensemble, très rare, s'il y en a eu. Je ne me rappelle pas de ça. Et il y avait ici quelques Hollandais qui m'ont rencontré que dans le convoi qui partait le 28 février 1944, oui. Il y avait le demi-convoi était composé des non-juifs, surtout des éléments militaires, anglais et français. Je ne me rappelle pas. Comme je vous le disais à l'instant, il y a eu des éléments non-juifs qui ont figuré dans certains départs. Des éléments de gens de parachutés, cachés. Mais cela peut-être l'importance de 50% de leur corps? Certainement pas, jamais. Il y a eu une grosse erreur, certainement. Jamais. Il y avait des éléments qu'on insérait dans ce convoi. Mais c'était des éléments qu'on insérait, non pas un convoi qu'on insérait dans ces éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce que c'est possible que deux guides ont coopéré, collaboré avec l'autre? השיחה עם דוקטור רוטמן, צד שני. Alors, j'essaie de m'expliquer cette chose-là, cette évidence, qui n'est pas une seule, pas un seul témoignage, mais il y avait plusieurs qui participaient dans le même convoi. Plusieurs témoignages qui concordaient. Oui, alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est peut-être que le même chemin, la même voie est utilisée par deux guides? Ça m'étonnerait, mais ça n'est pas à exclure. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Oui. De toute façon, remarquez, les guides peuvent être de connivence entre eux. Oui. Ça, c'est leur affaire. Ça, moi, personnellement, je n'ai pas à y intervenir. Je ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas. En tous les cas, à ma connaissance, la chose n'avait jamais été portée. Parce que ça peut être un plus grand danger, comme il y a plus... Bien entendu, ça ne se discute pas. C'est un grand danger pour tout le monde et pour les guides aussi. Quel était le convoi le plus important pendant votre activité? Je ne voudrais pas m'avancer d'une manière sûre à 100%, mais je crois bien qu'il s'agissait d'une 50aine de personnes. C'était le convoi dont Geoffroy ne faisait pas? Je ne peux pas vous le dire, ça. Parce que là-bas, il y avait 50, même plus. C'est possible. Mais je suis persuadé qu'il y a eu plus de 50 personnes aussi, mais enfin 50 certains. Vous savez, vous me posez des questions qui se perdent pour moi un petit peu dans la nuit des temps. Vous comprenez qu'à l'époque, moi je n'ai pas rédigé mes mémoires et je ne tenais pas un journal au jour le jour, vous comprenez? C'est ça que je regrette beaucoup. Moi aussi, vous comprenez. Mais en toute sincérité, j'avais d'autres chats à fouetter à ce moment, vous comprenez, que de tenir un journal.
Et selon votre connaissance, des convois de 50 hommes, est-ce que c'est une chose régulière, était une chose régulière pendant cette époque? Il y avait beaucoup d'organisations qui ont organisé. Oh, certainement pas. Certainement pas. Ce sont des convois très difficiles à réaliser. Et en général, les convois, je crois, s'effectuaient avec un nombre d'éléments moindre. Et il y avait des agents en Espagne. Est-ce que ces gens-là, Costillon, pouvaient vous aider? Pourriez vous aider s'il y aurait des chances? Je ne vois pas en quoi. Je crois me souvenir qu'il nous donnait de temps à autre des précisions concernant l'arrivée des gens. C'est à peu près tout. Non, je ne demande pas sur ce que l'on fait. Mais est-ce qu'il y avait des possibilités? Est-ce qu'un secours, disons, venant de l'Espagne pourrait amplifier, pourrait élargir le... Secours de quelle nature? Je ne sais pas, des passeurs ou bien d'argent. Argent, je ne crois pas que nous étions à court d'argent à ce moment-là, je ne crois pas. Je ne crois pas que la question d'argent se soit posée une fois. En tous les cas, pour moi, elle ne s'est jamais posée. Jamais on ne m'a dit que votre prochain convoi devrait ne comporter qu'un nombre d'éléments X parce que nous ne disposons que d'une somme Y. Jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Combien coûtait chaque personne? Les personnes, le prix par tête s'échelonnait, je crois, entre 5 et 8 000. Je crois que c'était plutôt près de 5 000 que de 8 000. Le guide avait émis des prétentions très fortes au début et je lui avais dit que, vu le nombre de clients que je lui offrais pour le passage, ben, il devrait se contenter d'être plus modeste. Je crois que ça ne devait pas être loin de 5 000. Et les délégués en Espagne, est-ce qu'ils pouvaient, disons, vous fournir de nouvelles voies? Non. Il n'y avait pas des guides espagnols qui sont non, à la frontière? Non. Je n'ai jamais rien eu de ce côté-là. Tout ce qui a été fait du côté français. De A à Z. Ça veut dire que toute la mission de Croustillon de l'autre était futile? Je ne sais pas. On ne peut pas vous parler de la mission de Croustillon parce que moi, personnellement, je m'en suis très peu occupé et je n'ai eu que très peu de contacts. S'il y a eu des précisions de la part de Croustillon, elles devaient être dirigées presque uniquement sur la direction de l'AJ et moi, je n'en ai eu que très peu connaissance et ça ne m'intéressait qu'assez peu, je dois vous dire. Oui, mais moi je me demande s'il y avait un moment, il y avait des moments dont vous vous avez dit, si j'aurais quelqu'un en Espagne, peut-être que quelque chose marcherait mieux. Non, je ne me suis jamais dit ça parce que les convois ont toujours admirablement marché. Et pour autant que je me souvienne toujours, je ne vois pas, dans mon esprit, je ne vois pas de grosses tuiles, à part le père de M. Yefrokin, je ne vois pas de grosses tuiles. Je vois d'une part la formation de convois importants à Toulouse, je vois d'autre part leur passage et la suite. Oui. Voilà, c'est tout ce que je vois. Et tous les convois se sont arrêtés sur la frontière, ça veut dire tous les guides? Oui, sur la frontière même, très peu avant. Indiquant la direction et retourner. Exactement. L'argent était payé à Toulouse? L'argent était payé non pas à Toulouse, elle était payée à un chef de convoi que je nommais à Toulouse, auquel je donnais l'argent, qui ne le donnait au guide qu'au dernier moment, en même temps qu'un billet, que la moitié d'un billet, je crois, de 1000 ou de 5000 que le guide me remettait. Est-ce qu'il n'était pas de gérer cette organisation-là parce que le chef de convoi ne savait pas où est exactement la frontière? Exactement. Ça, c'était une chose à laquelle nous avions pensé immédiatement. Seulement, n'oubliez pas que la première fois, on risque. Mais on le risque combien de fois? On ne risque pas 10 fois. S'il y a une chose qui ne va pas, ça se sait très rapidement. Vous comprenez? Oui. Alors, nous avions eu confiance dans le guide une fois, et puis après, il ne l'a jamais trahi. Et puis par ailleurs, c'était l'intérêt du guide de les envoyer en Espagne et de revenir et de toucher encore de l'argent pour un nouveau convoi. Vous ne pouvez pas constamment faire la même chose. Et quand vous avez reçu ces testaments, disons, ce petit billet, oui. Ça était le signe de préparer un nouveau convoi? C'était un signe que le convoi avait passé, c'est tout. Qu'il avait remis l'argent, que tout s'était bien passé, c'est tout. Et je demandais au chef de convoi de me donner un petit mot s'il avait jugé qu'il y avait certains éléments que je lui avais fournis à Toulouse qui ne concordaient pas tout à fait avec ce qu'il avait vu lui-même. C'est tout. À présent, quelques mots sur le passage des enfants. Oui. Dans vos convois, est-ce qu'il figurait aussi des enfants? Très rarement. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelques gosses qui avaient figuré. Non, je vous citais l'anecdote de l'un d'eux. Comme un groupe? Non, jamais. Toujours un d'eux? Individuellement.
Parce que vous voyez, il y avait des petits groupes, disons, 4 ou 5 enfants, et qui appartenaient à l'OSE, qui sont venus de l'OSE, et qui sont passés pour l'Espagne, et été accueillis au Portugal. C'est possible. C'est possible qu'ils aient également passé par mon intermédiaire, mais je ne me souviens pas de groupes de gosses, d'éléments dispersés peut-être. Il n'existait pas un convoi qui ne comprenne que des éléments orthodoxes, si je puis m'exprimer ainsi. Vous comprenez, il y avait toujours d'autres éléments insérés dans le convoi. Y avait-il des gosses? C'est possible. Pour moi, c'est déjà assez nébuleux, ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce gosse parce que l'anecdote est présente dans mon esprit, parce que c'est amusant, vous comprenez. Madame Gisèle Roman, est-ce qu'elle était active en liaison avec vous? Très peu pour ces choses-là. Pratiquement pas. Quand les gosses sont venus, est-ce que c'était... Non, pas du tout. Pas à ce moment-là, non. Encore une fois, il y a ici toute une série de témoignages qui m'indiquent qu'il y avait une organisation sur pied et des sauvetages d'enfants. Ça veut dire, même à l'époque, avant votre arrestation. Et je me demande s'il aurait été possible que dans le cadre de la JMM, il y aurait 2 branches parallèles l'une à l'autre qui s'occuperaient du passage, l'une des adultes, l'autre des garçons. Non, certainement pas. Parce que s'il y avait eu un passage par l'Espagne, n'est-ce pas, par l'intermédiaire de l'AJ, eh bien, il aurait été porté à ma connaissance. Il était absolument impensable, vous comprenez, qu'on puisse opérer sur ce plan-là sans que je figure au sein de l'histoire. C'est absolument impensable. Absolument impensable parce que ça aurait supposé, vous comprenez, une mise en œuvre d'un organisme d'activité, de possibilités que nous n'avions pas à ce moment-là. Et puis une étanchéité, vous comprenez, entre deux choses qui me semble impensable. Non. Pour autant que je connaisse, vous comprenez, j'avais tous les rouages en main, je sais exactement ce que ça représentait. Vous comprenez, non. Ça veut dire que jusqu'à votre arrestation, il y avait question d'une organisation définitive pour le sauvetage des enfants? Non. Il y avait, je ne me souviens plus si au sein de l'AJ il y avait une partie qui s'occupait des gosses, c'est très probable, mais du côté de la Suisse. Ah, mais pas du côté de l'Espagne? Pas du côté de l'Espagne. S'il y avait des enfants à faire passer du côté de l'Espagne, je les faisais passer, mais dans le cadre de ces exceptions déjà énumérées. Reine Roman était... Reine Roman a travaillé avec moi à un moment donné, oui. Elle faisait partie de mon équipe à un moment donné, c'est ça. Comme d'autres. Bon, nous arrivons au 18 mai 1944. 17. Yes, sir. Vous êtes là-bas à la gare à présent de Toulouse? Je ne suis pas à la gare de Toulouse. Je suis comme dans les comment dirais-je, comme dans les romans finement travaillés. Je suis dans une toute petite gare. Parce que la gare de Toulouse a été coupée de l'extérieur du fait du bombardement de la voie ferrée qui joint Toulouse vers l'Espagne. Et donc les trains ne peuvent partir que d'une petite gare d'un faubourg de Toulouse. Je crois la gare Saint-Cyprien. Et alors de cette petite gare, qui ne voyait d'habitude partir que des petits trains de campagne, de cette petite gare partait l'express à destination de Bayonne. Et c'est devant cette petite gare, alors que je donnais des instructions à Léo Cohn, et que tous les éléments étaient déjà sur le quai, soit dans le train, que j'étais arrêté par la Gestapo. Et après, il y avait la question de Jacques Morel. Et après, ben mon Dieu, après les choses se sont comment dirais-je, présentées d'une manière assez étrange, parce que je crois avoir eu l'occasion de vous dire que j'avais beaucoup d'argent sur moi. C'est exceptionnel, d'habitude je n'ai jamais l'argent parce que je remets toujours l'argent la veille. Et ce jour-là, par suite d'une série de circonstances dont je ne me souviens que très imparfaitement, j'avais l'argent sur moi. J'avais 500 000 francs en francs français, plus une certaine somme en pesetas allemands, plus je crois encore 350 francs, quelque chose comme ça. Alors, donc mon portefeuille était bourré, et puis les Allemands nous ont fait monter dans un camion militaire à destination de ce qui devait être la prison Saint-Michel. Et dans le camion, il y avait indépendamment du chauffeur, 2 Allemands qui dirigeaient leurs armes sur nous, n'est-ce pas? Et dans le camion, j'ai réussi à me débarrasser de tout l'argent. Millimètre par millimètre, je suis arrivé à gagner mon portefeuille. Et à le tirer. Et à tirer de ce portefeuille l'argent, liasse par liasse, et à le laisser tomber derrière moi. Parce que j'imaginais que si les Allemands le trouvaient, eh bien, ils n'iraient pas chercher parmi les prisonniers quel était celui qui avait laissé tomber l'argent. Ils le prendraient tout simplement. Tandis que s'ils me fouillaient, ils trouvaient l'argent,
les choses se présentaient d'une manière tout à fait différente, surtout en ce qui concerne les pesetas. Alors j'ai réussi à me débarrasser à la fois des francs français et des pesetas. Je n'ai plus gardé que les 350 francs, ça je les ai gardés sur moi. Et puis ma carte d'identité de Jacques Morel. Alors à la prison, eh bien, j'ai pris les devants. Pas entendu qu'il m'interroge. Je l'ai pris les devants, j'ai dit je ne comprends absolument pas pourquoi il m'avait arrêté. Je suis Jacques Morel, je suis étudiant à l'Institut catholique de Toulouse, j'avais une carte dans ce sens et j'étais à la gare et je ne vois pas du tout pourquoi ils avaient agi avec moi de la sorte, etc. Et puis je leur ai dit, au lieu de leur donner une fausse adresse, je pouvais à ce moment-là leur donner une fausse adresse, j'ai préféré leur donner ma vraie adresse. Il y avait chez moi des documents très compromettants, un ensemble de choses. Puis il y avait des tefilines aussi chez moi, documents entre autres compromettants. Alors je leur ai dit d'aller chez moi, que j'habitais chez une tante et qu'ils pourraient se renseigner. Et alors là, j'ai misé sur le fait que certains avaient vu que j'avais été arrêté. Et je pensais qu'ils profiteraient des quelques heures de battement pour aller immédiatement chez moi enlever les choses. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On est allé chez moi, on a enlevé rapidement tous les papiers que j'avais chez moi. Les Allemands sont d'ailleurs jamais venus. Mais ma manière de procéder, eh bien, n'a pas été vouée à l'échec puisque les Allemands n'ont jamais su que j'étais juif. Et probablement jamais. Ils m'ont séparé des autres qui ont été déportés presque tout de suite, en fait très peu de temps après. La circoncision, comment vous avez... Mais ils n'ont pas déshabillé. Non? Ils n'ont pas eu l'idée même de me déshabiller parce que, comme je vous dis, j'ai pris les devants. Et puis, probablement que s'il n'y avait pas eu le débarquement intervenu peu de temps après, ils m'auraient probablement proposé d'aller travailler en Allemagne comme travailleur libre. Libéré, ils ne m'auraient certainement pas. Parce que quand on tombe entre les pattes des Allemands à la gare, il y avait quand même quelque chose qui clochait dans mon histoire. La seule chose qui n'allait pas, c'était ma présence à la gare ce matin. Je n'avais aucune explication. J'aurais dit que j'avais accompagné une fille qui allait à Bayonne. Qui est cette fille? Comment s'appelle-t-elle? J'aurais donné un nom, mais vous comprenez. Quand même, j'étais arrêté avec un groupe, etc. Alors il y avait quelque chose qui n'était pas coché à 100%, mais ils ne m'ont jamais inquiété. Ils ont pris l'histoire telle qu'elle. Oui, remarquez, j'ai eu en prison d'autres histoires parce que ensuite ça s'est compliqué un petit peu, mais enfin, pour ce qui concerne mon arrestation, les choses se sont passées ainsi. Vous étiez dans la prison avec Léo Kohn? J'étais avec prison avec Léo Kohn, mais séparés d'eux, eux étaient juifs, eux étaient tout de suite reconnus comme juifs, etc. Séparés d'eux complètement. Parce que j'ai lu la description de Gamson sur l'effort pour libérer Léo Kohn. Il y avait une fille qui est pénétrée dans le Gestapo, etc. C'était en ce qui me concerne moi, pas Léo Kohn. Non, Léo Kohn. Je ne crois pas. Il y avait une fille qui avait fait connaissance, enfin, puisque vous m'en parlez, je vous le dis, ça n'a rien à faire avec mon arrestation directement, enfin, c'est quand même, c'est la petite histoire, si vous voulez. Donc, n'est-ce pas, lorsque j'ai été séparé des autres, et puis j'étais mis en cellule avec des Français, avec des politiques, etc. Et un jour, un des éléments de la Gestapo qui m'avait interrogé déjà, m'a appelé. Et puis, il m'a dit, voilà, voulez-vous lire ça? Il m'a présenté un papier devant les yeux. J'ai eu un roll-call que j'ai maîtrisé difficilement, parce que ce papier, c'était un papier sur lequel figurait l'écriture de mon frère Léon. Sur lequel papier, mon frère me disait, entre autres, voilà, j'ai appris que tu étais en prison, je voudrais faire l'impossible pour te libérer. Que te reproche-t-on exactement? Alors, ce papier était entre leurs mains. Alors, il m'a demandé en allemand, de qui est ce papier? Alors, je l'ai regardé dans les yeux. Il est probable que si je ne l'avais pas regardé dans les yeux, et pendant près d'une minute sans brancher, j'étais cuit à ce moment-là. J'ai regardé sans brancher, je lui ai dit, je ne sais absolument pas du tout. Je ne vois pas qui a pu écrire ce papier. Il m'a dit, schon gut. Et puis, il est parti. Et puis, j'ai appris beaucoup plus tard que c'était Sancho. Vous connaissez Sancho de nom? Oui. Oui, c'était Sancho qui avait réussi à faire connaissance d'un soldat allemand qui travaillait à la prison. Et par l'intermédiaire de ce soldat, elle avait réussi à me glisser ce mot. Elle avait réussi, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien réussi du tout. Elle l'avait donné au soldat, et le seul soldat s'était empressé de la remettre à la Gestapo. Sancho a été arrêté, et par miracle, elle a réussi à se tirer d'affaire. Et moi, également, par un autre miracle, j'ai réussi à persuader les Allemands que je ne savais pas d'où était ce papier.
J'ai même voulu en remettre, puisque le lendemain, j'ai décidé que psychologiquement, il serait peut-être bon de demander à l'officier de la Gestapo de revenir me voir. J'ai demandé à le revoir le lendemain, pour lui dire qu'il me remontre le papier, que je n'ai pas pu dormir la nuit, que je voudrais revoir ce papier, pour voir si je n'arrivais pas à me remettre en tête l'écriture. Il m'a dit non, non, je ne goûte. Ça, c'était la bonne chance, hein? C'était une certaine chance. Bon, je crois que vous étiez emmené en Allemagne. Oui, à Buchenwald. Et là-bas, libéré avec tous les autres? Avec ceux qui restaient, par les Américains. Vous étiez classifié comme juif ou non juif? Non, 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 il n'y avait plus de... Non, non, il n'y avait plus à Buchenwald. À Buchenwald... Non, de toute manière, je n'étais pas comme juif, mais je ne pense pas qu'il n'y a que les juifs de l'Est qui avaient le Magen David. Vous avez rencontré là-bas les Nanou et les autres Hollandais? J'ai rencontré des Hollandais là-bas. Cor. Oui, j'ai rencontré d'autres de chez nous aussi. Et quand il n'était pas mort dans le... Il est mort, effectivement, mais je ne sais pas où. Je l'ai rencontré à Buchenwald. Et Nanou aussi? Je ne me rappelle pas qui était Nanou. Kurt, je ne me rappelle pas de celui-là. Je ne me rappelle que de Cor. Vous rencontré après à Hollande je n'ai rencontré que... Je ne me souviens que de Cor. Ah, je ne me rappelle plus de son prénom. Il avait un autre nom que celui-là. Oui, oui, Nanou c'était son... Il avait un autre nom. Je me souviens peu de son autre nom. Je me rappelle, il était assez fort avec des lunettes. Oui, oui, je me rappelle très bien de lui. Une photo. Oui, oui, je me rappelle très bien de lui. Nous sommes arrivés à la libération. Je vous délivre aussi. Je vous libère. de cet appareil.